Il est 20 heures. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Grâce à l'appui du gouvernement togolais et du Fonds international de développement agricole FIDA, un projet vient de voir le jour. Il s'agit du PROSMAT, projet de soutien à la promotion du maraîchage agroécologique paysan au Togo. Il va permettre de soutenir la production maraîchère. Comment? On en parle en tout début de ce journal. À suivre également la 11e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée, avec un accent particulier mis sur la mise en œuvre effective de la télévision numérique terrestre TNT qui devrait être opérationnelle depuis le 1er janvier 2024. Et puis pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, plus de 200 élèves ont été récompensés par la Fondation Nana Année 15 dans le cadre de la 10e édition de ces programmes éducatifs. Les prix vont des ordinateurs portatifs aux enveloppes financières. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Vous suivez le 20h. Avec le soutien du gouvernement togolais et du Fonds international de développement agricole FIDA, un projet de soutien à la promotion du maraîchage agroécologique paysan au Togo, dénommé PROSMAT, a été lancé. Ce projet, financé par le FIDA à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, permettra de renforcer la production maraîchère agroécologique. Comment? Élément de réponse dans ce dossier de Marie-Ange Bida. Offrir aux populations togolaises des produits maraîchers sains, de qualité et en quantité. Voilà bien la finalité du projet de soutien à la promotion du maraîchage agroécologique paysan au Togo, PROSMAT. Il traduit la volonté du chef de l'État, Fossozina Gnassingbé, de faire du maraîchage un des secteurs porteurs de l'agriculture togolaise afin de garantir la sécurité alimentaire aux populations. Le PROSMAT reçoit l'appui d'un des partenaires du Togo dans le secteur agricole, le FIDA, Fonds international de développement agricole, qui le finance à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. Un montant qui servira à relancer l'agriculture maraîchère agroécologique. D'abord, par la promotion des bonnes pratiques de production respectueuses de l'environnement et de la biodiversité dans plusieurs préfectures du Togo. 16 au total, répartis dans toutes les régions agricoles du pays. Ces pratiques auront à améliorer la santé des sols, réduisant ainsi les impacts environnementaux négatifs en vue de renforcer la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique. Le paysan sera ainsi moins inquiet de sa production finale. Et pour l'accompagner dans ses activités champêtres, des kits lui seront remis. Les coopératives de femmes et des entreprises de jeunes engagées dans la production d'intrants agroécologiques seront également prises en compte. Ils recevront un soutien financier et technique pour améliorer leur capacité de transformation et de distribution pour un accès facile aux intrants. 10 000 agriculteurs seront touchés par ce projet sur une période de 40 mois, dont 58% de femmes. Toutes ces actions mises bout à bout vont aider le Togo à renforcer sa politique de sécurité alimentaire en augmentant les rendements et en améliorant la qualité des produits maraîchers, ce qui va réduire à coup sûr la dépendance aux importations. Et je vous l'annonçais dans les titres, la 11e Assemblée nationale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée se tient à Lomé. Durant 2 jours, les pays membres vont débattre d'une question essentielle, la mise en œuvre effective de la télévision numérique terrestre TNT qui aurait dû être opérationnelle depuis le 1er janvier 2024. Ulrich Amega. Après Cotonou en 2023, les pays membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée, PRA-UEMOA-Guinée, pose la problématique de la révolution numérique à Lomé. Une problématique inscrite à l'agenda de la feuille de route 2023-2024 de l'organisation. Ensemble, ils veulent trouver les voies et moyens pour assurer une pleine transition de l'analogie vers la télévision numérique terrestre, TNT. En dépit des succès connus au niveau de certains pays de l'espace, un retard est constaté dans la mise en œuvre, ce qui nécessite un état des lieux complet, des propositions et stratégies d'action pour mieux avancer. Au-delà de l'aspect technologique, il y a l'aspect financier.
c'est un très très lourd investissement. Là, nous allons voir posément comment lever les goulots d'étranglement parce que déjà au début nous étions là et nous avons pu donner des pistes de financement que certains pays ont suivi. Pour certains, ce n'est pas forcément un problème de financement. Un problème, puisque c'est aussi technique. À ce jour, seulement 18 pays sur les 54 africains ont pu achever leur migration vers la TNT. Les pays membres de l'UEMOA veulent briser la glace et être en phase avec la révolution numérique du siècle. Cette réunion de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel se veut donc décisive. Désireuses de mutualiser leurs compétences afin de relever les défis d'ordre technologique, culturel, sociologique et économique du secteur de l'audiovisuel dans notre espace, la commission de l'UEMOA a accepté de signer le 26 août 2022 un accord de collaboration entre, n'est-ce pas, la commission et votre plateforme. Et je pense que cet accord a permis d'obtenir de grandes avancées. Le chantier est très vaste et je voudrais vous dire que la commission l'UEMOA se tient à vos dispositions. Il est crucial de souligner que la collaboration entre instances de régulation de notre espace n'est pas seulement un choix stratégique, c'est une nécessité impérieuse. Compte tenu des exigences de la mondialisation et de ses corollaires. Dans ce sillage, chaque pays membre de l'UEMOA et de la Guinée devait faire de la mise en œuvre de la TNT une exigence renouvelée. En ce jour historique, marquant la vie de l'institution de régulation des médias du Togo, je voudrais exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance au chef de l'État, Son Excellence, M. Faure Essozom Gnassingbé, pour son soutien continu à la HAC pour la conduite de cette mission et particulièrement pour la tenue de cette Assemblée générale. Opportunité, enjeux et bilan du passage de l'analogie vers la TNT, état de la mise en œuvre au Togo, échange et partage d'expériences sur la thématique, adoption du plan d'action 2024-2026. Entre autres thématiques et sujets qui vont meubler les 48 heures de travaux. Cette 11e Assemblée générale verra la confirmation de l'élection du président de la HAC du Togo à la présidence de PRA-UEMOA, Guinée. Vers une gestion transfrontalière des ressources marines et des écosystèmes dans le golfe du Guinée. Le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée a lancé ce jeudi à Lomé le projet de planification spatiale marine. Il sera mis en œuvre dans sa phase pilote au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Togo pour mieux organiser et harmoniser les différentes utilisations de l'espace marin. Clarisse Atiklé. Face à la dégradation sans cesse croissante des écosystèmes marins, la gestion durable des ressources marines est devenue plus qu'une nécessité pour les États du Golfe de Guinée. Ils veulent s'appuyer sur la planification spatiale marine en vue d'une utilisation rationnelle de l'espace marin. Le comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée, CPCO, a mis en place un projet qui prend en compte la thématique. Dans le cadre de ce projet, on aura à développer la planification spatiale marine, une planification spatiale marine régionale également, pour la gestion des ressources et des écosystèmes transfrontaliers. Le projet a pour objectif global de renforcer la coopération et la gestion transfrontalière des ressources côtières et marines ainsi que des écosystèmes pour améliorer la sécurité alimentaire, la résilience au changement climatique et les moyens de subsistance durable des populations dans la région du CPCO. Pour la phase pilote, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo sont bénéficiaires de 2024 à 2027. Ce projet sera appuyé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, et financé par le Fonds pour l'environnement mondial. On est un peu l'interface entre le bailleur de fonds et les agences de mise en œuvre, ou alors on met en œuvre nous-mêmes. Donc ici, on a travaillé avec le CPCO. Vu la raréfaction des ressources marines, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou dans le monde en général, les ressources marines et côtières généralement sont surexploitées. Donc on espère que par une meilleure planification, ça permettra une meilleure utilisation et une utilisation durable de ces ressources qui sont essentielles pour les pays et pour l'économie des pays, mais aussi pour les moyens d'existence de centaines de milliers de personnes. Le ministère des Ressources halieutiques
animale et de la réglementation de la transhumance a remercié le CPCO pour ce projet qui va contribuer à booster les activités marines et par ricochet l'économie bleue dans la région du Golfe de Guinée. Et le Togo espère en tirer profit pour augmenter sa production halieutique estimée à 25 000 tonnes par an contre un besoin de 70 000 tonnes. L'une des solutions pour une gestion durable et rationnelle de l'espace marin est en effet la planification spatiale marine. C'est un processus de répartition en zone de l'espace marin pour des objectifs écologiques, économiques et sociaux tels que définis par le gouvernement d'un pays. Retour sur la signification de la thématique et son intérêt. Dans ce dossier, il est signé Clarissa Ticlé. Au nombre des facteurs favorisant l'économie bleue, il y a la planification spatiale marine qui permet une meilleure connaissance des ressources marines en vue d'une bonne organisation pour leur gestion. Comme au niveau terrestre, on a donc tout ce qui est schéma directeur du territoire. À un moment donné, il faudrait vraiment organiser l'espace en fait marin et côtier. Dans cet espace, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a le tourisme, il y a le transport, il y a tout ce qui est agriculture, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs conflits. Imaginez par exemple, le ministère des Mines découvre du pétrole. Et en cet endroit, c'est là que se trouve la pêche. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'asseoir et négocier, discuter pour savoir qui a raison, qu'est-ce qui est priorité pour le pays, ainsi de suite. Donc, la planification marine spatiale vient en fait de régler tout cela, tous ces conflits qui peuvent donc se produire dans, n'est-ce pas, cet espace marin. La planification spatiale marine est apparue dans un contexte où les activités humaines ont commencé à entraîner de graves conséquences sur l'environnement marin. La pêche professionnelle, l'extraction de granulats marins, le dragage et le rejet des substances toxiques dans l'océan, entre autres. Ainsi, pour un contrôle plus accru de ces activités et pour minimiser les dangers sur l'espace marin, la planification spatiale marine s'avère déterminante pour sauvegarder les ressources et les activités des communautés côtières, notamment la pêche. La planification marine spatiale, comme la gestion intégrée du littoral, sont deux outils qui, n'est-ce pas, renforcent l'économie bleue. Ces deux outils-là permettent en fait de savoir quelles sont les ressources du pays. Parce que si on ne connaît pas les ressources du pays, comment est-ce qu'on veut faire l'économie bleue? Il faut savoir ce qu'on a pour pouvoir le protéger et pour pouvoir donc mieux l'exploiter. La question qu'on doit se poser, quelle est la priorité pour chaque pays? Qu'est-ce que le gouvernement veut exactement? Un gouvernement peut dire, bon, moi cet espace, moi je veux que ça soit un espace pour la production du pétrole. L'autre peut dire, non, moi je sais que c'est dans la pêche que je trouve mes ressources. Qu'est-ce que je fais? Donc je vais organiser de telle sorte que ce qui permet à mon économie de se développer, se mettre en place. Mais tout est une question en fait de négociation. Et chaque partie prenante doit jouer son rôle. De savoir qu'on ne se tire pas vers soi en fait l'intérêt, mais c'est plutôt on pense à l'intérêt national. L'espace marin semble libre, mais il est pourtant très réglementé. Chaque pays a l'obligation d'organiser et de protéger son espace en vue de sa durabilité. À ce jour, plus de 75 pays ont mis en place des initiatives de planification spatiale marine pour la gestion des zones économiques exclusives qui s'étendent du rivage jusqu'à 200 000 nautiques au large. C'est la zone dans laquelle les pays ont le contrôle des activités et des ressources marines. Et nous restons dans le registre environnement. De plus en plus de véhicules dans nos villes dégagent des gaz toxiques comme le monoxyde de carbone qui pollue l'environnement. Et au Togo, ce phénomène est plus constaté dans le Grand Lomé. Pour l'éradiquer, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, en appui avec le Global Growth Institute, a obtenu du Fonds vert pour le climat en financement pour la mise en œuvre du projet dénommé Readiness. Il va permettre la promotion et la résilience climatique, la faible émission de carbone par les engins et la croissance verte inclusive au Togo. La cérémonie de lancement avec Marie-Thérèse Nabédi. Au Togo, la pollution atmosphérique par le gaz d'échappement des véhicules dans les grandes villes est assez remarquable, selon les études du ministère de l'Environnement, et expose les populations à de différentes maladies. Pour améliorer la qualité de la mobilité dans le pays, le ministère de l'Environnement et celui des Transports ont mis en œuvre le projet Readiness. Ce projet vise à adopter un système de transport propice à la croissance verte afin de réduire l'émission de carbone. Le projet Readiness est financé par le Fonds vert pour le climat
à travers l'Institut mondial pour la croissance verte. Le projet va contribuer à la mise en œuvre des mesures d'atténuation ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Parce que le secteur des transports est reconnu comme un secteur émetteur, par utilisant beaucoup les énergies fossiles. Au lancement officiel du projet Readiness, les participants s'approprient son contenu. Cette rencontre constitue également un cadre d'échange entre les parties prenantes et les acteurs du domaine des transports. C'est un projet qui vise à accompagner le Togo dans le développement d'un système de mobilité, mais qui va réduire les impacts négatifs de ces mobilités-là, notamment les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les gaz polluants, qui sont responsables également des maladies respiratoires, notamment l'asthme. Mais le projet aussi va au-delà parce qu'il intègre la mobilité dans nos contextes urbains. Donc comment demain développer des villes beaucoup plus résilientes, beaucoup plus bas carbone et permettre au gouvernement d'avoir un plan dans les années à venir pour orienter le développement de nos villes. Depuis quelques années, le Togo a pris de nombreuses initiatives pour promouvoir des transports plus durables, notamment la mise en œuvre du programme de mobilité verte. Grâce à ce programme, le niveau des véhicules électriques est passé de 0% en 2020 à 4% en 2023 dans les immatriculations annuelles des véhicules neufs. On va à présent parler santé. Le Togo intensifie ses efforts pour combattre l'épidémie du VIH-Sida. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles avec l'appui de l'ONU-Sida et de l'USAID a ouvert ce jeudi un atelier de dialogue national pays à l'endroit des acteurs du secteur de la santé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Objectif, élaborer une feuille de route pour la durabilité de la riposte au VIH-Sida au Togo d'ici à 2030. Sandra Diagbé. Baisse de la prévalence de 2,5% en 2014 à 1,6% en 2023. Pour la même période, 81% des femmes enceintes et 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida attendues ont reçu et sont sous traitement ARV. Ces chiffres en disent long. Le Togo est sur la bonne voie en matière de riposte au VIH-Sida. Des acquis à pérenniser pour l'atteinte des objectifs, éliminer le sida en tant que problème de santé publique d'ici à 2030 et au-delà. À cette rencontre nationale, les acteurs clés vont méditer sur les facteurs de durabilité pour élaborer une feuille de route. L'élaboration de cette feuille de route-là est opportune. Et puis elle n'est pas spécifique au Togo. Elle est inscrite dans un cadre mondial. Ça permettra de positionner un certain nombre de réflexions qui pourraient éventuellement nous aider. Relevons ensemble les insuffisances, voyons sur quoi nécessairement il faut travailler pour nous permettre d'être au rendez-vous de 2030 en termes d'objectifs. Pour l'ONU-Sida, ce changement de paradigme s'impose pour garantir des ressources à long terme. Les financements qui existent de par le monde ne suivent pas et ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Il faut voir comment élaborer une feuille de route, en plus des plans stratégiques que nous avons déjà, pour pérenniser certaines stratégies. Ce que nous attendons de la partie nationale, c'est leur participation. C'est la première phase de la feuille de route sur la durabilité de la riposte du VIH-Sida qui est subdivisée en 5. Ceci pour atteindre les objectifs de lutte contre la maladie sur le plan national. Culture à présent, je vous l'annonçais en titre, la fondation Nana Année 15 a réuni hier à son siège à Anéro les meilleurs élèves aux différents examens pour la 10e édition de ses programmes éducatifs. Pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, plus de 200 élèves ont été récompensés. Les prix vont des ordinateurs portatifs aux enveloppes financières en passant par des matériels didactiques. Carmen Madjakapo. Jeune bachelier du Togo pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. À 12 ans, 7 mois, il est nanti d'un bac série C, mention assez bien. C'est avec une immense joie teintée d'admiration que Sa Majesté,
Nana Ané Oriniko Kwamdessou 15, roi d'éminent, récompense ses efforts lors de la 10e édition du programme dénommé Récompense du savoir en fin d'année scolaire. Je dis grand merci à la Fondation Nana Ané 15 pour ce qu'ils ont fait. Ils ont semé une graine qui va porter des fruits. Ils verront les résultats à travers nous et à travers tout le monde entier. La première dame de la République centrafricaine en visite au Togo était présente à ce grand rendez-vous où l'excellence des apprenants est célébrée. Au total, 205 récompenses ont été distribuées. Ainsi, 185 prix sont décernés aux meilleurs élèves de la préfecture des Lacs, dénommés élites. 6 prix décernés aux établissements d'où sont sortis ces élites et 11 prix aux lauréats des examens nationaux ainsi que les premiers de chaque série au baccalauréat. C'est vraiment une véritable joie pour moi et j'aimerais profiter en même temps pour dire merci tout d'abord au grand Dieu qui a permis que ce jour arrive et qui a permis que je puisse réussir si bien au bac. Je remercie solennellement la Fondation Nana Ané 15 qui m'a octroyé ces prix-là. Je leur promets que je vais maintenir les caps, je vais toujours travailler dur. Pour Sa Majesté Nana Ané Oriniko Kwamdessou 15, le programme Récompense du savoir en fin d'année scolaire n'est que la quête de l'excellence accompagnée d'une volonté affirmée de promouvoir la maîtrise de la connaissance chez les apprenants. Garantir aux générations présentes et futures une relève responsable et savante. Telle est la vision au cœur de l'agenda de la Fondation Nana Ané 15, qui, depuis que le destin a croisé mon chemin avec celui de mon accession au trône royal à Digo et allié trône de mes ancêtres, il y a de cela plus de 12 ans, œuvre pour le bien-être des communautés à travers 4 axes de développement, dont l'un et le plus important est consacré à l'éducation. Selon un proverbe chinois, si vous planifiez pour une année, semez du riz. Si vous planifiez pour une décennie, plantez des arbres. Si vous planifiez pour la vie, éduquez la population. La Fondation Nana Ané 15 a donc opté pour la dernière, en lien avec les objectifs de développement durable et la feuille de route gouvernementale, en nous inscrivant durablement dans les initiatives du pouvoir d'État. Pour le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, représentant le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, ces actions sociales et sociétales de la Fondation Nana Ané 15 viennent soutenir les efforts du gouvernement en matière de l'éducation. Majesté, les programmes que vous avez mis en place constituent un véritable pépinière de culture de l'excellence, un fort levier de développement du Togo et un véritable facteur d'éclosion et de maturation de l'excellence. Il s'intègre parfaitement dans la feuille de route gouvernementale chère au chef de l'État, Fort Essogena Gnassingbé. Aux bénéficiaires, je voudrais dire à la fois mon admiration et mes encouragements à garder plus haut le flambeau de l'excellence. Pour les années à venir, la Fondation Nana Ané 15 compte étendre le programme élite à tous les meilleurs élèves de chaque préfecture du Togo. La Fondation Nana Ané encourage depuis plusieurs années déjà l'excellence en milieu scolaire à travers son programme Récompense du savoir en fin d'année scolaire, un programme déjà à sa 10e édition comme vous venez de le voir. Nous vous proposons à présent de suivre un bilan exhaustif de son impact dans la vie des apprenants dans ce reportage de Carmen Madjakabo. 12 années au trône royal à Digo et alliés. Eh bien, Sa Majesté Nana Ané Oriniko Kwamdessou 15 ne cesse de marquer son règne. Et c'est à travers la Fondation Nana Ané 15. À part les grandes réalisations dans les domaines de la santé et de l'humanitaire, l'éducation occupe une place prépondérante dans les actions sociales et sociétales du roi d'éminent.
Le bilan que dresse la 10e édition du programme Récompense du savoir en fin d'année l'illustre parfaitement. Ce programme est né afin d'encourager les apprenants de la préfecture des lacs que nous appelons les élites à produire de bons résultats, mais également les meilleurs lauréats aux examens nationaux, donc au BEPC, au bac 1, au bac 2, le plus jeune au bac et les premiers de chaque série au bac 2. Et nous avons constaté quand même un engouement assez satisfaisant d'une part par rapport aux élites dans la préfecture des lacs, étant donné que lorsque chaque année ils viennent pour enregistrer, pour récupérer leur prix, l'année qui suit, dans la même classe, vous avez plusieurs ex-aequo, des gens qui ont envie de donner davantage, d'apprendre davantage pour être les meilleurs. Nous avons récompensé et accompagné un peu plus de 1100 apprenants et établissements pour un peu plus de 1400 prix qui ont été attribués donc de 2015 à 2024, sachant que pendant la période de Covid, 2 années successives n'ont pas enregistré de récompense. José Kwasi Simenou, parrain des programmes éducatifs de la Fondation Nana Année 15, se dit fier et satisfait de l'esprit d'émulation que ce programme suscite dans l'appareil éducatif togolais. Je crois qu'il faudrait encourager les jeunes à l'excellence. Il n'y a que l'excellence qui puisse payer. Il faut rêver grand. Il ne faut pas faire des études, essayer de faire à peu près... Non. Il y a eu quelqu'un qui a eu 20. 20 de moyenne, 20 sur 20. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait féliciter. Les résultats sont extrêmement bons puisque Nana a accompagné des étudiants qui aujourd'hui ont le master, qui sont en France, et qui ont brillamment réussi. Par ces programmes, la Fondation Nana Année 15, initiative de Sa Majesté Nana Année Oriniko Kwamdesou 15, roi d'Emina, compte accompagner le gouvernement pour promouvoir l'éducation et faire de la jeunesse le pilier du développement socio-économique du Togo. Le Togo abrite depuis ce jeudi également la 8e édition de la conférence panafricaine aglo-internationale, une conférence qui rassemble les fidèles chrétiens pour rendre grâce à Dieu et prier pendant 3 jours pour la paix, la sécurité et le bien-être des populations. Cette année, ils sont 25 pays invités au Togo pour y prendre part. Le chef de l'État, Faure Essozimna Nyasingbe, parrain de cet événement, soutient cette initiative. Arefano Tchougan et Gisèle Kozuna. C'est parti pour 3 jours de prière et de bénédiction pour cette 8e édition de la conférence panafricaine aglo-internationale Afrique 2024. C'est la première fois que le Togo abrite ce grand événement. Lancé par la représentante du président de la République togolaise, Ero Johnson Akufo-Addo Agnès, Aglo International Afrique est un événement qui se tient chaque 3 ans. Et cette édition a réuni 25 pays africains. Chaque nation touchée, chaque transformé. Aglo est basé sur 3 piliers. Il y a la prière, nous prions sans cesse. Nous prions sans cesse pour les autorités. Nous prions sans cesse pour tout le peuple togolais, dans toutes les nations. Et nous prions sans cesse dans nos familles respectives. Le 2e pilier, c'est l'évangélisation, pour gagner les cœurs à Dieu. Le 3e pilier, c'est la relation entre Dieu et nous, et la relation entre nous et nos voisins. Nous allons développer durant les 3 jours ce temps pour que vraiment que chaque personne puisse tirer un intérêt spirituel de cette conférence-là. Nous invitons tout le monde à venir vraiment goûter ce repas succulent qui vient du trône du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ensemble, ils vont durant les 3 jours intercéder en faveur des populations, prier pour le vivre ensemble, la paix et la sécurité dans les pays et aussi pour la vie du chef de l'État togolais, parrain de l'événement. Because of what is going on around us, as believers, we need to understand
what is it that God is saying to us in this particular time, and what can we do to encourage ourselves. So we are here at this conference to be able to understand what we need to do as believers together from different nations. Placé sous le thème « Comprendre les temps et les saisons », l'édition 8 de Aglo International Afrique invite les participants à discerner les moments de Dieu dans leur vie et à agir en conséquence. L'actualité ce jeudi, c'est aussi le peuple gain qui célèbre la 361e édition de la fête de la prise de la pierre sacrée à Glidikodi dans les lacs. L'édition 2024 met un accent particulier sur les us et coutumes, la richesse, l'identité du Togo en général et celle du peuple gain en particulier. Cette rencontre culturelle et cultuelle a rassemblé plusieurs autorités administratives au devant desquelles le Premier ministre Victoire Tomenga-Dogbe représente le chef de l'État, Fort Esozina Nyasingbe. Pour cette année lunaire qui débute, les mânes des ancêtres annoncent les dispositions à prendre à travers une pierre blanc sale qui recommande le pardon. Nous y reviendrons dans le courant de nos prochaines éditions. Et pour continuer, je vous fais lecture de ce communiqué qui nous vient de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans le cadre de la poursuite de sa politique de rapprochement de ses services, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, organise du 6 au 21 septembre 2024 une audience foraine d'accompagnement sur les processus de mise à jour, de contrôle de vie et d'émission des cartes uniques d'assurance au profit de ses partenaires sociaux dont la région des Plateaux. Au cours de cette campagne qui se déroulera de façon synchronisée sur 5 sites, notamment le Centre d'information et de paiement CIP d'Agou, le Centre hospitalier préfectoral de Kpalimé, le CIP Noche, le Centre hospitalier régional d'Atakpamé, la division régionale CNSS Atakpamé. La CNSS offrira sur les différents sites les prestations suivantes: la mise à jour en ligne des données personnelles et la déclaration des familles sous AMU CNSS, la délivrance sur le site de la carte unique d'assurance, le contrôle de vie des retraités via l'application BioSécu. À cet effet, le directeur général de la CNSS convie tous les partenaires sociaux de la région à faire massivement le déplacement sur les sites retenus pour bénéficier de tous ces services, gage de la pleine jouissance des prestations de la CNSS, a signé le directeur général Ingrid Awade. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient avant 2h30.